Donc, nous en venons à l'article 9, chers collègues. Et nous commençons par des amendements de suppression de l'article 9. L'amendement 5119 présenté par Madame Autain. Vous avez la parole. Oui, je vous remercie. Il s'agit d'un article très important de ce système, de votre proposition sur un nouveau régime, puisqu'il s'agit de savoir comment nous allons calculer la valeur du point. Alors nous, évidemment, proposons l'abrogation intégrale de cet article parce que nous refusons le régime par points, mais cela n'empêche pas d'avoir des précisions sur les mécanismes qui vont permettre de calculer cette fameuse valeur du point. Je suis intervenue sur le sujet déjà ce matin et n'estime pas avoir eu beaucoup de réponses précises. Parce que j'ai entendu le rapporteur nous expliquer que cette valeur aurait une dynamique équivalente entre la valeur d'acquisition et la valeur d'usage, ce que nous contestons. Et j'ai aussi entendu que le coefficient d'équilibre ne serait finalement façonné que par la question de l'espérance de vie, ce qui est littéralement faux. D'ailleurs, même si on le faisait comme ça, que feriez-vous de l'écart d'espérance de vie entre les ouvriers et les cadres, de l'écart d'espérance de vie entre les femmes et les hommes? Question à la limite que je vous pose. Évidemment que ça ne marche pas du tout comme ça. J'y reviendrai tout à l'heure. Merci Madame Autain. La parole est à Madame Panot pour le 5137. Merci Madame la Présidente. Dans la continuité de ce que vient de dire ma collègue Clémentine Autain, nous nous opposons à ce que nous appelons une retraite tombola. Alors je sais que certains sont exaspérés d'entendre cette expression, mais je crois qu'elle dit bien la politique de retraite qu'on est en train de nous préparer, puisque sur les garanties de combien vaudraient les points, nous n'avons absolument rien. Et d'ailleurs, on pose avec cette question des points une question qui est une question majeure sur la question de la compétence de la future Caisse nationale de retraite universelle, qui va pouvoir décider de paramètres extrêmement importants sans que l'on connaisse sa composition. Et cela va, à notre sens, complètement à l'encontre de l'esprit initial de la sécurité sociale et de justement cet héritage que nous avons du Conseil national de la résistance. Et c'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article 9. Merci. Un amendement de suppression également soutenu, le 12 864, soutenu par Madame Faucillon. Défendu. Monsieur Vallot, l'amendement 21 092. Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Bon, là, c'est vraiment l'article de toutes les embrouilles et de tous les mensonges. Parce que là, c'est ce qui vient démentir les assertions définitives comme la valeur du point va augmenter comme les salaires. Parce que quand vous regardez le détail de cet article, l'article ne donne aucune garantie sur le niveau des pensions relativement à celui des salaires. Ça veut dire que l'ajustement devra se faire sur les pensions et non sur les ressources. Le texte, il ne reprend pas pour 2022 le taux de rendement de 5,5 qui était dans le rapport Delvoye. Et puis quand on regarde le détail des règles d'indexation, il y a un avant et après 2045. Et ce qu'il apparaît, c'est que le gouvernement, en toute hypothèse, il a la main sur l'évolution du taux. C'est-à-dire que les partenaires sociaux, ils pourraient mettre un avis, mais enfin, je le rappelle, la seule règle d'or qui vaudra, c'est l'équilibre du système. Alors le taux de rendement du point, ce qu'il apparaît, c'est qu'il pourra baisser pendant 23 ans, sans aucune garantie avant 2045, et même après, à cause de cette règle-là, évidemment, ça n'est pas garanti. Merci, Monsieur Vallot. Les autres amendements de suppression ne sont pas soutenus, donc je vais demander au rapporteur son avis sur ces amendements. Monsieur Turquois, vous avez la parole. Alors d'abord sur la forme et puis après sur le fond. Alors, Monsieur Vallot, je crois qu'il y a à toutes vos interpellations, c'est l'indignation permanente, quoi. Si le système actuel était si formidable que ça, on n'aurait pas de problème de pauvreté chez nos anciens, chez les pensionnés, on n'aurait pas de problème de trous dans les carrières, on n'aurait pas. Donc, à un moment donné, on peut faire le constat d'un certain nombre de difficultés, on peut faire le constat d'un certain nombre peut-être de limites à notre projet, mais
essayons d'avoir un peu de modestie. Vous aviez des responsabilités au préalable, essayons d'avoir un peu de modestie sur les uns et les autres et sur notre capacité à trouver les bonnes solutions. Ensuite, Madame Faucillon ou Madame, je ne sais plus qui s'est exprimé pour la France insoumise, Madame Panot, excusez-moi, oui. Vous nous parlez de la valeur tombola. Et c'est toute la différence, parce que la tombola, ça renvoie à l'idée du trésor caché qu'on va trouver. Non, nous, on est sur la valeur travail. Donc la valeur travail, ça demande effectivement de s'investir, de travailler. Le labeur, il peut être parfois pénible, il peut parfois être épanouissant. Et donc nous, on est clairement sur la valeur travail et la récompense par le travail, là, en l'occurrence, par des points. Ensuite, sur le fond, le fonctionnement de cet article et notamment les valeurs d'acquisition et les valeurs de service. De base, on prévoit qu'elles évoluent de la même façon, indexées sur l'évolution du revenu moyen par tête. Donc ça, c'est la règle de base que peut corriger le conseil d'administration du système de retraite universelle. Ça, c'est de base. Après, il faut une transition entre le système actuel et le système futur. Et on se donne un délai d'intégration pour passer d'une revalorisation par l'inflation telle qu'elle est aujourd'hui à une revalorisation sur la base du revenu moyen par tête à l'issue d'une période jusqu'en 2045. Donc en fuseau, on passe d'un système basé sur l'inflation à un système basé sur le salaire pour éviter les à-coups trop importants. Voilà la réalité de cet article 9. Donc défavorable. Merci. Je vais ouvrir les débats. Chacun pourra s'exprimer. Et je vais commencer par donner la parole à Monsieur Woerth. Merci Madame la Présidente. Alors, c'est pas si simple, on aura à y revenir, j'imagine. Il y a deux délais, avant 2045 et après. Il y a deux taux d'évolution ou de revalorisation, le taux d'achat et le taux de service. Il y a à chaque fois deux possibilités au moins de décision. Bon, donc une fois qu'on a dit ça, on a un truc assez compliqué. La vérité, c'est que puisqu'il y a deux taux d'évolution, on doit faire très attention à les lier. Alors que vous les déliez totalement jusqu'en 2045, et à partir de 2045, vous vous dites qu'il faudrait les lier, mais il peut y avoir beaucoup de dérogations. Donc on ne sait pas très bien ce que ça peut donner. Et on ne sait pas notamment comment évoluera le taux d'acquisition, c'est-à-dire le prix auquel vous achetez vos points, et le taux de service, c'est-à-dire tout simplement votre retraite. C'est comme ça que ça marche. Et si on fait une différence entre les deux, et notamment si vous voulez arriver au taux d'équilibre en 2027, et puis plus tard, en déliant les deux, et donc en faisant évoluer le taux de prix du point de façon plus forte que le taux de service, vous appauvrirez les retraités et vous baisserez les pensions. De 7 à 10% probablement, les assurés seront perdants. Donc j'aimerais bien avoir une interprétation très précise du ministre sur ce sujet sur lequel on va revenir tout au long de ces amendements. Merci. La parole est à Monsieur Lachaud. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, monsieur le rapporteur, ça serait bien que vous soyez précis dans vos réponses. Donc, vous évoquez évidemment le taux de retraités pauvres qui serait lié au système de retraite actuel dans notre pays. Enfin, il faudrait quand même aussi regarder un peu ce qui se passe dans les autres pays de l'Union européenne. En Allemagne, la retraite est à 67 ans, ce qui est un des objectifs de votre âge pivot, mais il y a 19% de retraités pauvres en augmentation, on estime, à plus de 21% dans quelques années. En Suède, depuis l'adoption du système par points, c'est un doublement du nombre de retraités pauvres. Et j'aimerais bien également que quand on vous dit, Monsieur Marie-Lausan, vous avez un micro, vous nous demandez la parole, vous parlez dans le micro, mais vous ne parlez pas dehors. Monsieur Lachaud a la parole. Monsieur le rapporteur, vous dites que le taux du point sera modifié sur l'évolution des salaires. C'est faux. C'est sur l'évolution des revenus. Ce n'est pas du tout la même chose. Et pire que tout, il est bien précisé que le conseil d'administration pourra en décider autrement. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune garantie dans ce texte que le point verra sa valeur augmenter en fonction des salaires. Monsieur Lachaud, la parole est à Monsieur Vallaud.
Oui, merci. Dans le prolongement de ce que M. Woerth a commencé d'indiquer, il n'y a aucune retraite qui sera versée selon le nouveau régime avant 2037. La part des retraites qui seront versées selon le nouveau régime va augmenter très lentement. Ce sera, je crois, de l'ordre d'un tiers en 2050, de sorte que la valeur du point en 2022 aura que très peu d'influence sur l'équilibre cumulé 2022-2061. Ce qui fait que le gouvernement pourra le fixer de façon très aléatoire. Et la conséquence de cet aléa sur la valeur du point, qui n'a aucune influence sur l'équilibre financier, c'est que la part des pensions dans le PIB ne sera pas stabilisée. Elle ne le sera qu'en 2022 et après, ce ne sera pas le cas. D'ailleurs, la meilleure des preuves, c'est que quand on regarde ce qui se passe avec le décalage de l'entrée en vigueur de la mesure, vous allez faire 0,6 points de PIB d'économie à l'horizon 2050. Voilà, c'est quand même pas rien. La parole est à Monsieur Mbaye. Vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, moi, je voudrais revenir un petit peu sur l'amendement de nos collègues de la France Insoumise. Comment vous dire très simplement que revaloriser, en tout cas fixer cette valeur du point en fonction des salaires et non pas de l'inflation économique est beaucoup plus bénéfique. Elle sera beaucoup plus bénéfique pour les retraités futurs. Enfin, je veux dire ça, il faut pas se mentir. On a dit, on le fera. La valeur du point sera inscrite dans la loi et elle sera en fonction des salaires et non pas de l'inflation économique, indexée sur les salaires. Ça, c'est quelque chose d'assez clair, d'assez simple, d'assez précis qui sera dans la loi. Où est le problème? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas quand on vous dit que ce sera inscrit dans la loi et que ce sera fait de cette manière et que de toutes les façons, il vaut mieux, économiquement parlant, et c'est bénéfique pour les futurs retraités, que de faire une indexation sur les salaires et non pas sur l'inflation économique. Moi, je vous pose la question, qu'est-ce qui vous pose problème quand on vous le dit? Premier sujet. Deuxième sujet. Mbaye, la minute est écoulée, mais vous aurez d'autres occasions, j'en suis certaine. Je vais donc mettre aux voix ces amendements de suppression. 5119, 5137, 12864 et 21092. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Nous passons à l'examen d'une série d'amendements identiques. 5196 et suivant. Le 5196 est présenté par Madame Autain. Oui, je poursuis la discussion. Vous nous proposez en effet de jouer notre retraite au loto. Et je veux dire pourquoi. Parce qu'on sait ce qu'on cotise, mais on ne sait pas ce qu'on va toucher. Vous avez dit, au fond, c'est pareil, la valeur d'acquisition et la valeur d'usage. Mais en fait, pourquoi ça n'est pas pareil? Pourquoi on ne peut pas les comparer? C'est que là, vous le faites à l'instant T. Il y a une dynamique commune, mais à l'instant T. Or, le moment où vous cotisez, c'est un moment avec une conjoncture, un âge d'équilibre précis, et le moment où vous arrivez à la retraite, c'est un autre moment. Et potentiellement, on peut avoir une autre conjoncture économique, et on peut avoir aussi des décrets qui auront fixé un âge d'équilibre différent. Donc vous voyez bien que ça ne marche pas du tout, votre affaire. On ne peut pas savoir, au moment où on cotise, à quel droit on va avoir accès. Donc ce n'est pas une logique de droit, c'est une logique qui est très aléatoire et qui ne fixe pas du tout des prestations fixes, mais qui fixe des cotisations fixes. Pardonnez-moi, mais c'est un bouger qui est considérable en réalité, absolument considérable. Et qu'en plus, les garanties ne sont pas dans la loi, elles peuvent bouger par décret. Donc c'est-à-dire en dehors de tout débat démocratique. Ça échappe à tout débat démocratique. Et là, je vous assure que c'est inacceptable. L'amendement 5201, défendu par Monsieur Lachaud. Oui, dans la continuité de ce que vient de dire la députée Autain, c'est exactement ça le problème. Comment peut-on aujourd'hui partir sur cette réforme de la retraite alors qu'il sera totalement impensable de calculer avec quelle retraite les Français vont partir? La question que se posent les Français n'est pas de savoir quelle méthode de retraite, c'est combien d'euros ils auront à la fin du mois quand ils partiront en retraite. Aujourd'hui, ils ont une méthode simple de calcul et ils le savent. Si, bien sûr que si. Quand on part à la retraite, on sait combien on va avoir. Typiquement, un fonctionnaire, quand il connaît son échelon quand il va le finir, il va pouvoir. Et dans le privé, quand on connaît ses 25 meilleures années, on saura.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec le système tel que vous nous le proposez, la veille du départ en retraite, il suffit que le taux de points soit modifié par décret et il n'y a plus aucune certitude sur le montant de la retraite. C'est-à-dire que jusqu'au jour de la retraite, il sera impossible pour un Français de se projeter dans cette nouvelle phase de la vie. Donc absolument, c'est totalement aberrant de nous demander de voter un texte ainsi. Merci. L'amendement 5203 défendu par Monsieur Mélenchon. Vous avez la parole. Oui, alors un petit peu de philosophie politique. Un collègue a dit, mais quel problème ça vous pose qu'on évalue le point, parce que c'est ce qu'on compte faire, ce que nous a confirmé le rapporteur, par rapport au revenu moyen, plutôt que par rapport au salaire. Bien. Oui, ben, je vais vous répondre. Le revenu moyen, c'est une division abstraite à laquelle aucun d'entre nous ne participe. C'est la somme des revenus et on divise par le nombre de personnes. Ça va du multimilliardaire au clochard, en quelque sorte. Et on divise. Ni vous, ni moi, ni personne n'a la moindre prise sur ce paramètre. Le revenu médian, ce sont les salaires. Pour l'essentiel, 90% des salaires. Par conséquent, ce qui se joue, là, nous avons tous une prise dessus. Parce que c'est le niveau des cotisations, c'est le niveau des salaires. Et qu'est-ce que le niveau des salaires? C'est la part de répartition entre le capital et le travail pour la répartition de ce qui a été produit comme richesse. Par conséquent, nous nous sommes attachés à ce que le repère soit dans le salaire, parce que sur le salaire, pardon, j'ai résumé en une boutade en disant il y a un argument qui intervient, ça s'appelle la lutte de classe. En effet, la dispute sur la répartition entre capital et travail est ce qui fixe la valeur de la retraite, puisque ça fixe la valeur des trimestres, des cotisations trimestrielles. Rappelez-vous le bien. Merci, Monsieur Mélenchon. La parole est à Madame Panot pour l'amendement 5548. Madame Panot, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, Monsieur le rapporteur, tout à l'heure, quand on parle de retraite tombola, vous nous répondez, le système actuel, il y a énormément de retraités pauvres. Oui, les gens partent trop tard et trop pauvres, nous sommes d'accord, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que l'alternative que vous proposez. Parce que dans votre monde, il n'y a qu'une seule solution pour un pseudo-équilibre financier, ça serait de faire travailler les gens plus longtemps avec moins d'argent de pension. Or, par exemple, nous pouvons très bien augmenter les cotisations, augmenter les salaires, et ça, nous en sommes favorables, et nous ne sommes pas favorables à rester au système actuel, puisque nous avons fait une contre-réforme pour proposer la retraite à taux plein à 60 ans. La deuxième chose que vous dites, et qui est intéressante, c'est que vous voulez récompenser la valeur travail. Alors, je vous parlais des égoutiers à l'instant. Les égoutiers ne font-ils pas un travail absolument nécessaire pour la salubrité publique? Ne font-ils pas un travail extrêmement difficile, avec de nombreux dangers, qui est en plus d'une pénibilité extrêmement forte? Alors, pourquoi n'est-ce pas la récompense de la valeur travail que d'avoir des gens qui vont faire un métier extrêmement important et qui vont partir à l'âge de la fin à l'âge de l'espérance de vie, c'est-à-dire à 62 ans, l'âge où ils vont concrètement, pour la moyenne, mourir. Merci Madame Panot. Monsieur le rapporteur, votre avis sur ces amendements identiques, s'il vous plaît. Quelques précisions par rapport à des éléments qui ont été évoqués. Monsieur Vallaud, vous avez cité au final que la pleine application de cette réforme à partir de 2022, donc s'appliquerait concrètement, on en verrait pleinement les effets au bout d'une carrière complète, donc en 2075, et donc il y aurait une perte de retraite considérable. Donc, ce qui veut dire en creux que votre formation politique n'envisage pas de regagner des élections d'ici 2075, manifestement. Donc ça, c'est une bonne... On en avait la certitude, mais c'est confirmé, vous faites la même analyse que nous. Par contre, une précision que je dois à M. Elachaud et M. Mélenchon sur le revenu moyen par tête. Parce que tout à l'heure, je n'ai pas parlé de salaire moyen par tête, j'ai bien dit revenu moyen par tête. Oui, mais M. Lachaud avait dit salaire et revenu. Enfin bon, peu importe. Bon, mais peu importe. Ça, c'est bien revenu moyen par tête. On a ce point-là. Alors, c'est peut-être une précision qu'il faut apporter parce que c'est effectivement l'indicateur revenu moyen par tête actuellement n'existe pas. Il faut que l'INSEE le crée. Pourquoi revenu et pas salaire? Puisque là, maintenant, on intègre des professions comme les professions libérales qui ont un revenu et qui n'ont pas un salaire. Et donc, la demande qui est faite, il faut tenir compte de cette
cette différence. Le périmètre ne contient pas que des salariés, contrairement à aujourd'hui. Il y a aussi les professions libérales qui, elles, ont un revenu. Et donc, la demande de construction qui est faite, c'est revenus moyens d'activité et pas qu'on n'intègre pas les revenus financiers. C'était ce que vous avez évoqué, monsieur Mélenchon, qu'on n'intègre pas les revenus financiers dans le calcul, dans la division abstraite que vous. Donc, c'est l'intégration d'un revenu moyen d'activité. Voilà. Par contre, monsieur Lachaud, je ne peux pas du tout partager l'idée que dans un système par points, on connaîtrait la veille du départ. Les valeurs de service et les valeurs d'achat évoluent chaque année. De base, évoluent suivant la même grille d'évolution. Le conseil d'administration de la CNRU peut en décider autrement, on est d'accord. Mais à un moment donné, par exemple, allez, prenons, on est 10 ans à peu près avant son départ en retraite. On sait, vu le métier qu'on a, le nombre de points qu'on obtient chaque année, on peut faire à euro valeur de l'année où on fait le calcul, une évaluation aussi précise que celle de dire, compte tenu de l'inflation, ça sera ça. Je regrette, c'est quand même avoir un nombre de points est beaucoup plus facile que de calculer des trimestres, que de calculer un salaire moyen sur 25 ans qui est lui-même revalorisé suivant des critères qu'on ne connaît pas. Donc, défavorable. Merci pour ces précisions. J'ai un certain nombre de demandes de parole sur le débat. Donc, j'ouvre le débat avec Monsieur Viry. Vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, moi, effectivement, je considère que cet article, il est critique et c'est un des points névralgiques de ce texte parce qu'on est véritablement dans le paramètre de calcul des retraites. Et contrairement à ce que vous pouvez dire et peut-être asséner, nous n'avons réellement aucune garantie et les Français ne peuvent avoir aucune certitude sur le montant des retraites. Et vous allez donc ouvrir une période de transition dans laquelle, factuellement, vous autorisez des aléas. Dans un système à points, il y a donc des valeurs d'acquisition et des valeurs de service du point. Et d'après la lecture que je peux faire, et vous me direz si je me trompe, vous avez la faculté, pendant cette période de transition, d'autoriser des taux différenciés pour maintenir l'équilibre global du système. Des taux différenciés, ça peut impliquer, premier aléa, une baisse des valeurs et donc une perte pour les retraités. Deuxièmement, pendant cette période de transition, c'est le pouvoir exécutif qui aura seul la main pour décider ce dont il s'agit. Ça échappera à tout contrôle. C'est la raison pour laquelle je n'ai aucune garantie et vous nous demandez en creux de vous signer un chèque en blanc, de vous donner crédit. C'est pas possible. Merci. La parole est à Monsieur Mbaye. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais répondre à Monsieur Mélenchon tout à l'heure, puisque je lui ai posé, j'ai posé une question, mais il l'a transformée en sujet politique philosophique. Mais dans votre argumentaire, Monsieur Mélenchon, vous oubliez de dire une chose, c'est que ce que j'ai dit est très clair. Je pose la condition de la valeur du point qui est fixée, qui est indexée, pardon, sur les salaires et non pas sur l'inflation économique. Et vous n'en avez pas parlé de cette inflation économique. Moi, ce que je dis, c'est qu'on me démontre qu'il est beaucoup plus pertinent de faire l'inverse plutôt que de fixer la valeur du point sur les salaires et non pas sur l'inflation économique. Je cède la parole à Monsieur Vallaud. Oui, peut-être dire au rapporteur que plutôt que de répondre par l'invective quand il n'a pas les réponses, ce serait mieux qu'il se concentre sur les réponses. J'ai posé au fond les mêmes que celles de Stéphane Viry. Dans la période de transition, la valeur du point a que peu d'impact sur l'équilibre global du système puisque ça rentre en place progressivement. Et c'est la place pour tous les aléas et pour la possibilité en réalité d'abaisser le point d'équilibre, le point d'entrée dans le dispositif. Et on ne peut pas, en effet, avoir un chèque en blanc. Alors plutôt que de nous répondre des bêtises, essayez de répondre sur le fond. Il n'aura pas répondu des bêtises ? Chers collègues, je vais passer la parole à Madame Elimas et seule Madame Elimas a la parole. Merci.
Merci, Madame la Présidente. Moi, je voulais répondre à nos deux collègues, Madame Autain et Monsieur Lachaud. Madame Autain, tout à l'heure, vous disiez que dans le système actuel, on pourrait connaître ses droits et vous avez précisément parlé des fonctionnaires. Alors, c'est certainement vrai pour les fonctionnaires, mais ça ne l'est pas en tout cas pour l'ensemble des Français. Et donc, pointer par là, eh bien, l'avantage de ce nouveau système et son unité qui évitera notamment à chacun d'aller chercher à droite et à gauche dans plusieurs régimes, ce qui pourra lui permettre... ce qu'il pourrait éventuellement toucher. Et Monsieur Lachaud, vous avez dit, je cite, rien ne garantit que le point verra sa valeur augmenter. Et là, tout simplement, eh bien, je vous invite à lire sur ce présent article les alinéas 3 et 7, où il est écrit notamment, je cite, que la valeur d'acquisition et la valeur de service du point applicable au titre de l'année 2022 sont fixées avant le 30 janvier 2021. Et je vous laisse lire la suite. Bref, tout est dans l'article. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Mélenchon. Mon idée est d'arriver à établir quel va être le point de repère pour le point, la valeur du point. Je demande aux collègues de m'excuser. Il y a un instant, je crois que j'ai mal compris ce que vous disiez. Je croyais que vous disiez que vous étiez contre le calcul de la valeur du point par rapport au salaire perçu réellement par les gens. Si nous sommes d'accord tous les deux, tout va bien. Je n'irai pas vous chercher une dispute de plus. Il y en a déjà assez. Alors, on va établir un peu plus loin de savoir si vraiment le texte prévoit que le point va être calculé par rapport au salaire. Non, vient de nous dire le rapporteur, c'est le revenu d'activité. Ah ah. Alors, je suis allé chercher. Le rapporteur va pouvoir nous dire, puisqu'il a l'air catégorique, et je suis sûr qu'il est bien renseigné, mieux que moi, qu'est-ce que le revenu moyen d'activité, c'est-à-dire à combien est-ce qu'il est calculé aujourd'hui. Parce que nous connaissons le salaire moyen, ça on le connaît, 3 000 €. Il est moyen et pas médian. Moyen parce que ça va depuis la paye du toubib à celle du fonctionnaire de catégorie C. Nous connaissons le revenu moyen d'activité. Alors celui-là, tout à l'heure je l'ai dit, 3 000. Là, le revenu moyen d'activité, 3 440. Mais ça, c'est que pour les indépendants. C'est pas pour les autres, c'est pas calculé dans le même ratio. Le salaire moyen, ça pourrait être ça, 2 442. Donc on a 2 442, 3 440 ou 3 000. Ou bien alors, le revenu moyen, la division dont je parlais tout à l'heure, 2 238. Alors, donc, voilà. Voilà. Merci, Monsieur Mélenchon. Monsieur le ministre a demandé la parole. Je vais donc céder la parole au ministre. Merci, Madame la Présidente. Quelques éléments qu'on met à la réflexion de la représentation nationale. D'abord, il ne faut pas découvrir, mais je sais que ceux qui ont un peu d'expérience gouvernementale ou politique ne le découvrent pas. Ou alors, si c'est le cas, c'est qu'ils ont peut-être oublié. Il ne faut pas oublier que les paramètres des retraites aujourd'hui, notamment les taux de cotisation, sont tous déterminés par décret. Donc, je pense que si on veut être juste objectif, on peut faire certes des critiques, et moi j'entends qu'il y ait des critiques de fond, mais de là à nous dire, écoutez, c'est un vrai problème démocratique qu'il y ait des choses déterminées par décret, quand le fonctionnement actuel, détermination de taux de cotisation est par décret, bon, voilà, je pense qu'il faut éviter peut-être de sombrer dans la mauvaise foi. Il y a un point qui est intéressant dans les questions qui ont été posées. Il s'agit de la notion de revenu moyen. Et effectivement, monsieur le rapporteur Nicolas Turquois a expliqué, et moi j'ai trouvé de façon intelligible et simple, que cet indicateur était à créer. Il est à créer parce qu'effectivement aujourd'hui il n'existe pas. Et pourquoi il est intéressant de le créer? Parce que il n'y a pas que les salariés qui seront concernés par cette dynamique de revalorisation. Le point ne va pas concerner que les salariés. Il va concerner l'ensemble des Français. Les revenus des indépendants, les revenus des fonctionnaires, les revenus des salariés. Il est donc juste et objectif de constituer un indicateur qui concerne toutes ces populations. Que certains viennent contester, par exemple, le fait que cette réforme concernerait les professions indépendantes et qu'à ce titre-là, il n'y aurait pas besoin de mettre les revenus indépendants. Je le comprends, il y a une logique intellectuelle. Enfin, voilà, ça tient la route. Mais que certains viennent nous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors que sur le fond, ils ne souhaitent rien. C'est juste un indicateur qui va à la fois donner de la cohérence pour les fonctionnaires, pour les salariés et pour l'ensemble des professions indépendantes. Donc peut-être qu'il fallait l'expliquer, je le fais bien volontiers.
Enfin, Madame la députée Nathalie Elimas a souligné, moi je trouve que c'est très clair, elle nous a simplement renvoyé aux articles que vous souhaitez supprimer, en disant, bah, écoutez, c'est simple, c'est indiqué dans l'article. Moi, je trouve que c'est assez pertinent. Enfin, je pense que l'intérêt, je l'ai déjà dit une fois, c'est de lire le texte ensemble et puis de le discuter. Alors, c'est sûr que comme le débat consiste à en supprimer chaque ligne et chaque mot, on finit par en perdre le sens. Et évidemment, la discussion politique et les apports que nous pouvons avoir ensemble, peut-être y perdent en puissance. Mais soyons clairs, dans les alinéas 3, l'alinéa 3, il est clairement indiqué les conditions dans lesquelles les valeurs de service et d'acquisition vont évoluer. Et évidemment, cette décision de la CNRU, du conseil d'administration de la CNRU, sera approuvée par décret. Mais au même titre qu'aujourd'hui, les taux de cotisation sont faits par décret. Donc pourquoi faire semblant de s'étonner d'un fonctionnement qui est actuel et qui sera amélioré demain, puisque ce sera sur proposition du conseil d'administration de la CNRU. Donc moi, encore une fois, Madame la Présidente, moi je trouve très intéressant de pouvoir discuter d'éléments qui politiquement tiennent la route, parce qu'il y a une cohérence intellectuelle qui vient s'opposer, qui vient se confronter à celle du gouvernement et de la majorité présidentielle. On voit bien que quand on est en train de parler de mots, de virgules et d'alinéas, eh bien la cohérence intellectuelle du débat y perd. Merci, Monsieur le Ministre. Je mets aux voix l'amendement 5196 et identique, qui est pour, qui est contre. Ils sont rejetés. Nous passons aux amendements identiques 4924 et suivant. Madame Autain, vous avez la parole pour le 4924. Excusez-moi, mais là, c'est la stupéfaction quand même. Hein. Je veux dire, vous êtes en train de nous présenter un projet de loi où, à chaque fois qu'une heure passe, on découvre un nouveau lièvre qui explique qu'il y a un trou sur lequel vous ne savez pas. Alors hier, j'ai beaucoup apprécié quand j'ai posé la question des pensions de réversion pour les femmes et que vous m'avez dit « Ah oui, c'est une bonne idée, ça serait bien de savoir ce qui va se passer ». Et maintenant, vous inscrivez le revenu moyen et vous dites « Ah oui, ce qui serait bien, c'est de trouver des indicateurs pour savoir comment on calcule le revenu moyen ». Non mais enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau d'impréparation dans lequel se trouve le gouvernement qui nous demande de voter une loi sur laquelle l'essentiel va être décidé par ordonnance demain et sur lequel le gouvernement n'est même pas capable de nous dire ce qu'il va faire. Enfin là, on atteint vraiment des sommets, absolument des sommets. Monsieur Lachaud, vous avez la parole pour le 4929. Oui, merci Madame la Présidente. C'est vrai que là, c'est un petit peu stupéfiant parce que, en fait, on comprend un peu mieux pourquoi il n'y a pas de simulateur de cette réforme. Si l'indicateur qui permet de voir l'évolution du point n'existe pas, on peut se demander quels sont les autres termes de l'équation qu'il aurait fallu rentrer dans le simulateur n'existent toujours pas. Donc au fur et à mesure que l'on avance, on se rend compte qu'en effet, 2 ans et demi de concertation n'ont servi à rien, vu que nous avons un projet qui est ni fait ni à faire. Et au final, pour le coup, vous disiez que j'avais tort de dire que les gens ne sauraient pas. Mais à partir du moment où le point va être validé d'une année sur l'autre, il suffit d'une crise économique majeure pour que le point vacille. Et en effet, les Français ne sauront pas à combien ils partent, d'autant plus si les indicateurs qui doivent le permettre de le calculer n'existent toujours pas. L'amendement 4931 est soutenu par Monsieur Mélenchon. Vous avez la parole. Et oui. Alors, donc, monsieur le ministre, vous avez tort de dire qu'on embrouille, c'est l'inverse, on débrouille. Parce qu'on calcule la valeur du point, admettez que c'est pas rien quand même pour les gens de savoir, déjà qu'ils ne peuvent pas savoir combien ça va leur rapporter, au moins qu'ils sachent que ça vaut. Alors, on nous dit, vous êtes progressivement, vous êtes arrivé à une formule, le rapporteur a été catégorique. Le revenu moyen d'activité, et il dit d'ailleurs, c'est normal, vu qu'il n'y a pas que des salariés, il y a aussi des indépendants. Parfait. Sauf que dans la nomenclature actuelle, ça n'existe pas. Le revenu moyen d'activité s'attache exclusivement aux indépendants. On va donc faire une nouvelle somme cumulée. C'est vous qui l'avez dit. Moi, je croyais que c'était le revenu moyen au point de départ. Alors, j'allais vous dire, vous n'ancrez plus la répartition de la valeur du point dans la création de la richesse. C'est pour ça que nous, on est aussi attachés à la valeur des retraites calculées sur les salaires. Parce que les salaires, ils sont évalués là où se produit la richesse. Admettez qu'il y a une cohérence idéologique, monsieur le ministre. Ce n'est pas qu'on essaye d'en éloigner les effets, c'est que pour nous, la répartition capital-travail se fait dans l'entreprise.
Vous proposez que ce soit au niveau de la société. Ah oui, pardon, j'ai dépassé donc la suite tout à l'heure. L'amendement 4933 est soutenu par Madame Panot. Merci, Madame la Présidente. Alors, Monsieur le rapporteur, je n'ai pas eu de réponse sur la fameuse récompense et le mérite de la valeur travail. Donc, je vais repartir sur la question des égoutiers et je vais vous relire des choses sur leurs conditions de travail qui méritent d'être récompensées. Nous travaillons là où toutes les eaux usées se déversent de vos toilettes, de vos douches, de vos machines à laver, des toits et des chaussées. Nous marchons littéralement dans la merde au milieu des rats et des cafards. Nous travaillons parfois debout, parfois accroupis et le dos souvent plié en deux. Le danger peut venir de partout, nous pouvons chuter et nous noyer. Nous respirons aussi des produits chimiques comme ceux balancés par des photographes ou des pressings. Parfois, des poches de gaz explosent près de nos pieds. Alors, sur la question des égoutiers, trouvez-vous normal qu'avec la nouvelle réforme, ils pourront partir à 62 ans, qui est leur âge d'espérance de vie, et non plus à 52 ans comme ils le pouvaient précédemment? Je répéterai cette question tant qu'il le faudra. Monsieur le rapporteur, votre avis sur ces amendements identiques? Donc d'abord, sur la valeur du point, puisque il faudrait quand même qu'on examine les articles un par un. La valeur du point, article 55, alinéa 24, ne peut pas baisser. Elle ne peut pas baisser, c'est clairement écrit, valeur du point. Les pensions ne peuvent pas baisser, article 55, alinéa 22. Il y a des fourchettes d'évaluation. Regardez, mais faudrait... La règle d'un travail parlementaire, c'est d'examiner les articles au fur et à mesure. On est à l'article 9 qui crée le point. On indique la règle d'évolution sur le revenu moyen par tête. Et on indique que c'est l'Institut national de la statistique et des études économiques, donc l'INSEE en l'occurrence, qui va le déterminer et que cet indicateur devra être déterminé, lui, par décret, par construction, par rapport à des choses existantes. Après, Monsieur Mélenchon, vous avez dit, nous on veut que le salaire, l'évolution des salaires comme index d'évolution parce que c'est là où se crée la richesse. Mais je pense que les architectes qui ont un revenu vont être contents de dire qu'ils ne produisent pas de richesse, que les agriculteurs qui ont un revenu ne produisent pas de richesse, que l'infirmière libérale ne produise pas de richesse. La richesse, elle est produite par des salariés et ils ont toute leur part, mais les libéraux, les avocats en sont. Il y a un ensemble de travailleurs en France, indépendants, salariés, libéraux, chefs d'entreprise, ils contribuent tous à la richesse de notre pays. On ne peut pas, et il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte dans des justes proportions. C'est pour ça qu'on confie à l'INSEE l'établissement d'un indicateur qui soit représentatif. Ça paraît, on va dire, de bon sens de s'appuyer sur l'ensemble des créateurs de richesse, qu'ils soient salariés ou libéraux, entre autres. Donc défavorable. Et excusez-moi, quand même, sur les égoutiers, on a plusieurs fois des interpellations sur les égoutiers. On est typiquement hier, je ne sais pas si vous étiez là à ce moment-là, on a listé tout un tas de métiers avec des suggestions particulières, des dangers particuliers. On a parlé de l'armée, mais on a parlé des bûcherons, on a parlé... Il y a tout un tas de métiers qui sont des métiers difficiles en France, et ça, il faut en tenir compte. Et donc, il faut travailler sur le déroulement de ces métiers pour voir comment on peut améliorer les conditions de réalisation de ces métiers. Mais les gardiens de prison sont dans un milieu où la pression sociale, la pression psychologique est très forte et peut impacter de façon sensible leur qualité de vie aussi. Donc, nul n'est l'idée d'aucun d'entre nous de stigmatiser ou d'empêcher quelqu'un. Il faut tenir compte de la pénibilité, il faut favoriser des meilleures réalisations de travail, mais ne nous emmenons pas telle ou telle catégorie sur ce sujet-là. Il faut en tenir compte, et avec dignité. Défavorable. Alors, je vous propose d'ouvrir le débat sur ces amendements, et comme premier intervenant, Monsieur Mattei, vous avez la parole. Oui, moi je suis peut-être un législateur un peu besogneux. L'article 9, il y a deux parties. Le 2, la valeur d'acquisition et la valeur de service du point applicable au titre de l'année 2022 sont fixées avant le 30 juin 2021. On fixe une règle de fixation, d'acquisition et de fixation du point. Et le 1 fixe
la période transitoire et on parle bien, dans l'alinéa 2, de revalorisation au 1er janvier de chaque année. On vous donne la méthode. Voilà, on nous donne la méthode. Cet article est particulièrement intéressant. Vous ralliez ce matin avec les ordonnances, là, on a une technique qui est donnée par le texte de voir comment on va avoir cette trajectoire. Donc 2 parties. Une première où on fixe la valeur du point, 2022, mais ne dites pas non. C'est écrit dans le texte. Et ensuite, l'évolution, la période transitoire, jusqu'au 31 décembre 2044. La parole est à Monsieur Juanico. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je trouve la discussion ligne à ligne extrêmement instructive. Parce que depuis lundi, nous sommes dans un brouillard épais, mais petit à petit, le brouillard se dissipe. Alors, pas pour les Français, mais sur vos approximations. C'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui, au bout de quelques jours de discussion, nous sommes à l'article 9, dans les sables mouvants. Et plus le temps passe en commission spéciale, et plus vous vous enfoncez dans ces sables mouvants. Et votre projet bâclé, comme on dit chez moi à Saint-Étienne, qui est ni fait ni à faire aujourd'hui, se révèle aux yeux des Français. Et Boris Lachaud parlait tout à l'heure du simulateur. Le Parisien a fait le test sur le simulateur. Hein, et qu'est-ce que dit le Parisien? Le résultat est décevant, puisque pour la plupart des cas, on renvoie finalement après l'adoption de la loi définitive pour que les Français sachent à quelle sauce ils vont être mangés. Donc vous savez, en maths, il y a ce qu'on appelle les équations à plusieurs inconnus. Là, avec votre projet, on a une équation avec que des inconnus. La parole est à Madame Faucillon. Alors, notre collègue Mattei disait qu'on avait la méthode. Peut-être on va faire un petit point, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui suivaient cette commission. Vous nous expliquez donc qu'on va indexer à la base, l'objectif c'est d'indexer sur les salaires, avec une période, et que ce sera effectif en 2045. Donc entre de 2022 à 2045, c'est pour qu'on se mette tous d'accord, voilà, que je refais le point. Entre 2022 et 2045, on est sur une période transitoire, et le point sera valorisé sur la base d'un taux situé entre l'inflation et le revenu moyen, avec une exception qui est une délibération faite par le CNRU, validée par un décret à l'initiative du gouvernement. Ça, c'est la méthode. Déjà, vous voyez à quel point c'est clair tout ça. Mais bon, on s'y tient, on essaye d'être besogneux comme monsieur, et on comprend la méthode. C'est ça. Pas nous, d'accord. En tout cas, on essaye d'être à la hauteur. Et là, d'un seul coup, on vous demande donc, pour pouvoir comprendre, comment est calculé ce revenu moyen et avec quels paramètres. Et là, vous nous expliquez que non seulement on n'avait jusque-là aucune garantie, mais que vous en ajoutez encore une, c'est-à-dire que même les paramètres de calcul ne vous sont pas connus, vous ne nous répondez pas. Non, mais vous vous rendez compte que toute personne normale reprend son texte et s'en va. Faucillon. Merci à vous. Monsieur Woerth, vous avez la parole. Oui. Garde la main. En réalité, il garde la main avant 45 et après 2045. Pour un certain nombre de raisons, on n'a pas le temps d'en discuter. En tout cas, il la garde. Ceux qui pensent le contraire, c'est en réalité assez, malheureusement, un raisonnement théorique. Le sujet, c'est pas de savoir si les revenus, c'est mieux que l'inflation. Oui, les revenus, c'est mieux que l'inflation si les revenus sont supérieurs à l'inflation. Si c'est pas le cas, il vaut mieux l'inflation que les revenus. Donc, il faut jouer entre les deux et vos textes ne sont pas clairs là-dessus. Globalement, les revenus, c'est une bonne idée. Je pense que c'est mieux. C'est mieux que le système actuel où le salaire porté au compte, il est plutôt revalorisé en fonction de l'inflation. Donc c'est plutôt mieux. Sauf qu'on est garanti par rien. Et c'est ça notre question. Si votre objectif en 2027 est de revenir à l'équilibre, et je comprends que c'est l'objectif que vous avez, c'est votre graphique 64, page 180, qui est là, avec une sorte de coup de rein qui permet de retrouver l'équilibre en 2027. Personne ne sait ce qu'il y a dans le coup de rein, on verra. Mais si c'est parvenir à cet équilibre sur 5 ans, vous dites que la revalorisation du système, la revalorisation des points va contribuer à cet équilibre. Ça veut dire donc que vous voulez indexer la valeur d'acquisition plutôt sur l'inflation et la valeur, voilà, vous voulez en tout cas indexer sur la moins bonne valeur pour les assurés. Merci. La parole est à Monsieur Da Silva. Oui, sur cette question concernant l'indice qui, je rappelle, sera constaté par l'INSEE, donc ça sera évidemment un indice très sérieux. Même si on n'a pas ce chiffre, il suffit de regarder les évolutions séparément
des salariés et des non-salariés. Et qu'est-ce qu'on constate? Que l'évolution des revenus des non-salariés est meilleure que celle des salariés. Donc ça veut dire que si on cumule les deux, vraisemblablement cet indice sera bien meilleur, voire même que l'indice des salariés. J'ai regardé sur l'évolution 2016-2017, c'est plus 3 ou 4% selon qu'on prend les micro-entreprises ou pas, voilà, et c'est 1,9 pour les salariés. Donc évidemment, cet indice sera bien meilleur en termes d'évolution des pensions. La parole est à Madame Autain. Eh bien, dites donc, c'est compliqué quand même de pouvoir éclairer notre commission sur la façon dont vous allez calculer. Donc l'inflation, on voit ce que c'est. Le revenu moyen, alors est-ce que c'est le revenu moyen d'activité? Enfin, tout ça est quand même d'une confusion extrême et ça change beaucoup de choses parce que quand vous avez, je vais prendre 2 exemples, mais par exemple le revenu de solidarité active, il rentre ou non dans votre système de revenu d'activité par tête? Est-ce que c'est par exemple une question? On pourrait aussi discuter de l'activité de ceux qui sont au RSA et de leur production de richesse, mais comme pour les retraités. De la même manière, ça veut dire que vous excluez les revenus donc du capital, si vous êtes sur cette logique-là. Et en excluant les revenus du capital, si on a une détérioration du rapport capital-travail, on voit bien qui continue de s'accélérer, ce qui est le cas quand même depuis plusieurs décennies, eh bien, on nous tire vers le bas. Alors moi, je veux bien qu'on m'explique à la fin, la voilure du point ne peut pas baisser, mais rien n'indique que ça ne peut pas baisser avec votre système de calcul, même pas clair, sans compter les décotes. Parce que là, si vous augmentez l'âge d'équilibre, vous croyez quoi? Il va y avoir de la décote. Et s'il y a de la décote, il y a une baisse des pensions. Merci, Donc, Madame Autain. vous racontez n'importe quoi. Donc, je mets... S'il vous plaît, mes chers collègues, nous allons calmement procéder au vote sur ces amendements identiques. Et je mets aux voix l'amendement 4924 et identique, qui est pour.